Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Marina, aujourd'hui, on a une invitée avec nous. Oui, on a de la chance. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marina, bonjour Peggy. Bonjour. Anne-Sophie Kersten est donc là aujourd'hui avec nous. Anne-Sophie est journaliste et coach de vie. Anne-Sophie est formatrice chez Virage, donc dans notre équipe. Alors, la question qu'on a décidé d'aborder ensemble aujourd'hui tourne autour du job, du travail et un peu de la reconversion. Pas mal de gens viennent te voir en disant, mais voilà, j'aimerais changer de travail et je cherche un job qui a un peu plus de sens. Voilà. Et du coup, c'est parfois un moment assez compliqué à vivre, surtout si dans la première partie de sa vie, le travail qu'on a fait, on l'a fait un petit peu sur des rails et que soudain, on se pose la question, tiens, mais en fait, aujourd'hui, je veux m'épanouir, je veux un travail qui a du sens, mais c'est quoi pour moi un travail qui a du sens? Et donc, c'est cette recherche de valeur, de savoir en fait, c'est quoi un job qui a du sens. Voilà, c'est ça. Alors, certaines personnes le savent déjà très bien et du coup, elles ont à construire leur projet, mais d'autres se posent la question, tiens, mais en fait, moi, je suis fait pour quoi, à vrai dire? Comment tu chemines alors avec eux? Je me rends compte que souvent, ils se posent la question dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent dans leur tête, ah tiens, ce serait quoi un boulot qui a du sens pour moi? Et souvent, ils ne trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils restent dans le mental. Et du coup, moi, ce que je les invite à faire, c'est à redescendre un petit peu dans ce qu'ils ressentent, au niveau des émotions, des sensations même. Et donc, je les invite à être présents dans les différentes activités qu'ils font dans leur vie, pas seulement dans le cadre du travail. Parce qu'en fait, ce qui nous plaît, ce qui a du sens pour nous, ça nous touche, qu'on soit en train de cuisiner une tarte aux pommes ou qu'on soit en train de, je sais pas moi, de lire un bouquin. À ce moment-là, en fait, on entre en connexion avec ce qui a du sens pour nous. Quand on cuisine une tarte aux pommes, par exemple, ben, certains vont adorer le moment d'aller ramasser les pommes dans le jardin. D'autres, par exemple, vont adorer cuisiner une tarte aux pommes avec des enfants parce qu'ils aiment expliquer comment on fait. D'autres encore vont avoir beaucoup de plaisir au moment de partager. Et donc, dans tous ces moments-là, on entre en connexion avec ce qui a du sens pour nous. Il y a un peu un paradoxe de se dire il faut absolument que je trouve du sens, parce que j'ai comme l'impression que plus on le cherche, et plus on risque de se perdre, comme tu dis, dans sa tête. Et même en vivant des expériences, on peut se retrouver à ne pas vraiment trouver ce sens, cette espèce d'idéal professionnel que les gens recherchent encore plus, je crois, maintenant, après la crise du Covid. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde, parfois, où on veut trop viser l'idéal, et à force de viser l'idéal, ben on est dans des déceptions, finalement. Parce que, voilà, je veux absolument retrouver du sens dans mon boulot. Alors qu'au départ, alors c'est un peu rabat-joie de dire ça, mais au départ, un boulot, c'est d'abord un moyen de vivre. En fait, et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas aussi parfois, peut-être seulement parfois pour un temps, accepter de ne trouver dans le boulot comme sens que le fait d'être rémunéré. Ouais. C'est dur de dire ça. C'est dur, en effet. Et puis alors, il y a aussi, souvent on est dans le tout ou rien, c'est-à-dire où je fais un boulot qui me passionne, ou bien c'est horrible. Et on peut aussi monter progressivement un projet. Le philosophe Alain de Botton explique que jadis, on se mariait pour associer deux patrimoines. Et puis, un jour est arrivée l'idée que dans le mariage, il fallait s'aimer et s'épanouir à travers le couple. Avec le travail, c'est un peu la même chose. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, c'était OK de faire un travail parce qu'il fallait juste ramener de l'argent. Et maintenant, on veut s'élever, s'épanouir et trouver son idéal à travers le boulot. Du coup, c'est vrai qu'on se met une pression de fou. Et j'ai par exemple un patient qui est venu me voir parce qu'au moment de mettre ses épluchures sur son compost, il s'est rendu compte qu'en fait, il en avait ras-le-bol de faire le travail qu'il faisait dans les assurances. Et il est rentré à son ordinateur, à sa maison, et il a envoyé un mail de démission. Et là, c'est vraiment le tout ou rien. Et il arrive maintenant en disant, maintenant, je veux trouver un travail qui a du sens. Évidemment, la pression est dingue à ce moment-là. Voilà. Évidemment, l'idéal, c'est quand on sent qu'on a une aspiration vers autre chose et qu'on peut progressivement monter son plan B sur le côté. Je pense par exemple à mon compagnon qui adore cuisiner et qui s'est dit un jour
je voudrais bien avoir un resto et gérer un resto. Et du coup, ça a commencé à l'obséder au point qu'il y a un resto à un certain endroit qu'il trouvait vraiment chouette et qui passait régulièrement devant en se demandant s'il n'allait pas être à vendre. Parce qu'il se voyait se lancer là-dedans. Et puis, il avait certaines frustrations parce que ce resto n'était pas à vendre. Et du coup, il s'est dit, tiens, et si je commençais déjà un tout petit peu? Et un jour par semaine, maintenant, il cuisine des plats que les voisins peuvent venir chercher. Et du coup, il s'est déjà mis un pied dedans. Et ce faisant, il se rend compte, justement, il peaufine en fait son projet et il sent mieux ce qu'il aime. Donc il se rend compte qu'il y a un côté répétitif qui l'embête quand même un peu. Il se dit waouh, si j'avais tous les jours, midi et soir à faire ça, ça me pèserait quand même. Par contre, le moment de partager mes plats, j'adore. Et dans l'évolution de sa réflexion, maintenant il se dit tiens, je serais peut-être plutôt chef à domicile. Du coup, le fait d'être entré dans la vie, dans la pratique, lui permet de mieux prendre conscience de ce qui a du sens pour lui ou pas. Oui, idéalement, y aller progressivement, voilà, ça permet de, comme tu dis, de voir si ça nous plaît ou pas. C'est pas toujours possible dans la vraie vie. En effet, parfois on peut juste pas se permettre d'avoir un temps partiel parce que il faut remplir le portefeuille et que voilà, c'est pas toujours possible en effet. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme frein au changement? Donc, si je reviens à cette question, qui est de comme chercher un job qui a du sens, si on se lance dans une nouvelle idée, dans un nouveau projet, on peut aussi se retrouver face à des barrières, à des freins qu'on se Il y a met des tas de soi-même. peurs évidemment, hein. Donc la peur principale qui est probablement très très légitime, c'est celle de manquer d'argent, de ne pas rapporter assez de sous. Il y a toutes sortes d'autres peurs, hein. Il y a la peur du regard des autres, il y a la peur de se tromper de voix, de se dire mince, dans le fond j'aime pas. Dans ces cas-là, il faut peut-être d'abord se dire merci mes peurs, quoi, parce que grâce aux peurs qu'on a, on est invité à regarder ce qui pourrait se passer de pas voulu, voilà, et du coup d'envisager jusqu'au bout, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je rapportais pas assez d'argent avec ma nouvelle activité, par exemple, et de regarder si on a quand même un petit peu de ressources pour rebondir si ça devait arriver. Alors il y a des peurs différentes, hein, comme je disais, la peur du regard des autres. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de ne pas faire le job de ses rêves parce qu'on a peur du regard des autres? Et ce serait dommage de se dire, en fait, j'aurais rêvé de faire ça, mais à cause du regard des autres, je ne l'ai pas fait. Alors que, évidemment, se dire, je ne l'ai pas fait parce que sinon ma famille n'aurait pas eu à manger, je pense que malheureusement, voilà, il faut en tenir compte. Et donc, c'est sûr que, comme tu le disais, les peurs, elles font sonner une alarme qui dit danger, et il faut bien évidemment les écouter. Elles sont utiles. Elles sont utiles. Et puis, il y a la peur du changement aussi. Le changement, de manière générale, fait peur, simplement. Oui. Et on remarque qu'on associe tous inconsciemment, dans un premier temps, changer à perdre. C'est très étonnant à observer. J'ai par exemple vécu moi-même un exercice lors d'une formation où on nous invitait à nous mettre en deux lignes. Donc il y avait la ligne A et la ligne B qui devaient se faire face. En face de nous, donc on avait quelqu'un. Et le formateur nous disait à un moment, voilà, tous les A, vous fermez les yeux, et tous les B, vous devez changer quelque chose sur vous. Et ensuite, les A vont rouvrir les yeux et vont essayer de deviner ce que vous avez changé. On a fait l'exercice 15 fois. Et en fait, tout le monde a enlevé quelque chose. Donc à la fin, on n'avait plus de ceinture, plus de pince à cheveux, plus de pull, plus de chaussures, plus de chaussettes. On est resté un peu décent quand même. Oui, 15 fois, vous étiez étonnés. 15 fois, il ne restait pas grand-chose, c'était l'hiver. Mais en fait, c'était impressionnant de remarquer comme aucun de nous n'avait eu l'idée d'échanger sa ceinture avec son voisin, par exemple. On associe probablement vraiment cette idée de changement à enlever, perdre. Et du coup, ça fait d'autant plus peur. Exactement. Parce que quand on se dit je vais changer de job, ça veut dire je vais perdre Qu'est-ce quelque que chose. je vais perdre? Oui. Je vais perdre les avantages, je vais perdre la sécurité, je vais perdre... voilà. Et donc, effectivement, c'est un gros frein quand même. Hein. Exactement. Une peur qu'on entend également, c'est tout ce qui entoure la légitimité, cette fameuse question de l'imposteur. Est-ce que si je change, est-ce que je suis légitime? Alors bon, il y a deux parties dans la légitimité. Il y a le regard que nous-mêmes nous portons sur la qualité du travail qu'on produit, et puis il y a aussi le regard des autres. Donc c'est intéressant de savoir à quel niveau est notre peur, peut-être sur les deux plans. J'ai envie de dire, dans les deux cas, c'est encore le même truc qui fonctionne, c'est aller dans la vie, c'est se jeter dedans, le faire. C'est comme ça qu'on acquiert de la légitimité, c'est en faisant, c'est pas en y pensant. Et par rapport au regard des autres,
Oui, je remarque que beaucoup de personnes, en tout cas parmi ceux qui se forment en thérapie brève, certaines personnes commencent par, à la fin de leur formation, faire des cartes de visite, créer un logo, imaginer un petit nom de société, décorer un joli cabinet, voire faire une salle d'attente, et ce faisant, ne consacrent pas beaucoup de temps à pratiquer, à s'entraîner entre pairs ou avec des amis d'amis. Et du coup, ils ont un très très bel emballage, mais à l'intérieur, ils savent bien qu'il n'y a pas encore grand-chose de solide. Et du coup, c'est difficile de se sentir bien avec ce petit paquet et d'oser l'offrir à quelqu'un, Et de se évidemment. sentir légitime. Et on peut remarquer dans plein de d'autres jobs métiers différents, aussi, oui. peut-être fort liés au service, mais j'imagine, tu parlais tout à l'heure ton compagnon qui se lance comme cuistot, j'imagine qu'un cuistot qui se lance comme ça aussi va essayer de se faire connaître avec un beau site, peut-être un beau lieu, mais qu'effectivement, il faut d'abord apprendre à couper les oignons À et faire à une faire sauce blanche, quoi. Voilà. Exactement. On avait parlé, Anne-Sophie, d'un petit exercice qu'on préfère faire à nos auditeurs et qui, je trouve, serait vraiment intéressant, surtout pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient justement un peu avoir une idée de c'est quoi mes valeurs. Oui, parce que c'est vrai que les valeurs, c'est pas quelque chose qu'on peut fixer comme un objectif, c'est quelque chose qu'on découvre au fil de la vie. Du coup, je peux vous faire un micro-exercice d'accélération. Du coup, je vous invite à fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture, et à vous imaginer à la toute fin de votre vie. Voilà, vous êtes une personne vraiment âgée et vous êtes épanouie, vous avez un sentiment d'accomplissement. Vous êtes dans un beau jardin et vous êtes assis sur un banc. Et là, dans ce sentiment de plénitude que vous avez, vous vous retournez vers votre passé et vous regardez les activités, les moments de votre vie, ce que vous avez fait de votre vie qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez épanoui. À travers l'observation de ces activités que vous avez faites, vous avez très probablement des pistes sur les valeurs qui comptent pour vous. On peut même prolonger l'exercice après en se posant la question, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de concrètement aller dans ces activités et m'y adonner? Alors ça peut être des facteurs externes, comme, je sais pas, le manque d'argent, et ça peut aussi être des facteurs internes, comme des peurs. Et voilà, faire cet exercice-là, ça pourra déjà pas mal vous éclairer sur à la fois vos valeurs et les choses qui vous empêchent de les rencontrer. On arrive tout doucement à la fin. Est-ce qu'on peut résumer les choses en se disant que se lancer dans un nouveau job avec une recherche de sens, est-ce que c'est forcément sauter sans parachute? L'idée, c'est plutôt de préparer son parachute et c'est de regarder s'il est bien en ordre avant de sauter. Et même, je dirais presque de le tester un peu. Hein. Si on revient sur cette idée d'aller dans la vraie vie, c'est pas juste regarder, c'est pas juste réfléchir au parachute, c'est vraiment presque tester le parachute avec des petits sauts. Voilà. Pouvoir tester son projet, y aller progressivement et se servir de ces peurs qui ont une utilité et qui peuvent nous aider à avancer aussi. Et ce sont des petites pistes déjà pour rechercher ses valeurs et rechercher ce qui fait vraiment sens. Parce que finalement, le job idéal, ça n'existe pas non plus. Hein. C'est ça. Ça, je pense qu'il faut quand même garder ça en tête. Que voilà, il ne faut pas non plus mettre trop d'attentes. Bien, merci beaucoup Anne-Sophie pour ce plaisir. partage aujourd'hui. Grand merci. Merci pour ces petits exercices aussi, ça changeait de nos habitudes. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.